Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici derrière nous, les bâtiments du palais de justice d'Asselt, autrement dit, le centre névralgique ou plutôt des enquêtes ouvertes à charge de Ronald Jensen, ce professeur apparemment sans histoire, soupçonné d'être un tueur en série. On y revient tout de suite. Et en seconde partie d'émission, nous vous raconterons le combat de trois pères qui tentent de renouer des liens avec leur enfant. En Belgique, plus de 200 000 enfants n'ont plus de contact avec un de leurs parents et en majorité, ce sont des papas qui ne voient plus leur fils ou leur fille. J'ai attendu 18 mois, 1 an et demi, avant de pouvoir avoir ma petite fille 4 nuits à la maison à l'occasion des vacances estivales pour dormir, toujours alors que rien ne m'était reproché. J'ai attendu 3 ans et demi pour pouvoir partir 2 semaines en vacances avec la petite. J'ai attendu 6 ans pour avoir un et unique Noël avec ma fille. Un seul Noël? Oui, en bientôt 12 ans, oui. Alors on s'étonnera après qu'on en arrive à des situations où, pour finir, c'est l'enfant qui va choisir d'aller vivre chez maman. Il ne fallait pas être magicien ni devin pour se rendre compte que c'était la chronique d'une mort parentale annoncée. Jean-Marie, Alain et Patrick sont des papas privés de leur enfant. En Belgique, suite à un divorce ou une séparation, plus de 200 000 enfants sont coupés de tout contact avec un de leurs parents. Et dans la majorité des cas, ce sont des papas qui ne voient plus leur fils ou leur fille. Je vous propose de suivre le combat de ces trois pères qui tentent désespérément de renouer des liens avec leur enfant. C'est la chambre de la petite ici? Et oui, la chambre de la gamine. Et voici les vêtements, même une partie du moins des vêtements neufs que j'avais achetés. Il y en a qui sont même pas utilisés encore. Oui, il y en a qui sont pas utilisés. Ceci, c'est le genre de choses qu'elle aimait bien, voyez-vous, comme toutes les petites filles, les robes Barbie, roses. Donc là, c'est encore tous des vêtements. Vous avez ces boîtes à bijoux, hein, les montres, les colliers, machin. Parce que je la pomponnais, je lui mettais du vernis à ongles, etc. en tant que papa. Une chambre de fillette transformée en musée. Cela fait plus de 1300 jours que Patrick ne voit plus sa fille, âgée de 12 ans. L'histoire de Patrick commence par une relation amoureuse qui dure 6 ans. La relation est forte, le mariage est programmé, mais peu de temps avant, c'est la rupture. Une rupture d'autant plus pénible que l'ex-compagne de Patrick est enceinte, mais elle coupe tout contact. Ce qui devient très grave et préoccupant, c'est qu'elle dira d'ailleurs à nos amis qui seront témoins qu'elle ne m'aime plus, admettons, mais surtout je serais un mauvais père. Et de là, on a commencé à m'appeler le géniteur dans sa famille. Mais Patrick ne peut accepter d'être exclu de son rôle de père. La grossesse de son ex-compagne l'inquiète. Il téléphone plusieurs fois à la gynécologue, ce qui provoque la colère de la future maman. Moi, je téléphonais à sa gynécologue pour avoir des nouvelles du fœtus, puisque jusqu'à preuve du contraire, donc j'étais le papa, et que, en tant que papa, on a autant de droits, entre guillemets, moraux, de s'inquiéter de la santé de son enfant. Le jour de l'accouchement, on lui cache l'endroit où le bébé va naître, mais il retrouve l'hôpital et tente d'identifier l'enfant. Donc vous aviez une dizaine de bébés alignés en rang d'oignons. Je passe devant le couloir pendant des heures, et personne ne pouvait me dire quel était mon bébé, sur ordre de la maman. Après avoir négocié avec la psychologue de l'hôpital, j'arrive enfin à ce qu'on me dise quel était mon bébé. J'ai la sœur de la maman de la petite qui va chercher le bébé, qui vient avec le bébé, qui me le donne dans les bras, je prends mon bébé, et 30 secondes, 1 minute, même pas 1 minute, elle me reprend le bébé, je veux bien être pendu si je vous mens. Elle me dit, voilà, tu l'as vu, t'es content? Maintenant tu peux faire ton deuil. Ça a été mon premier contact avec mon bébé. En Belgique, il y a plus de 200 000 enfants qui n'ont plus de contact avec leur père ou leur mère. Des adultes se déchirent et comme Adrien, des enfants souffrent. N'importe personne de la famille de maman peut venir à tout moment m'harceler, que je suis un con, qu'on leur pourrit la vie, et vont dire que papa, c'est un salaud, un con, un ramasseur de poubelles. Ça, c'est ce que tu écrivais quand tu étais chez ta maman encore?
Ceci, oui. C'est quand j'écrivais chez maman et je ne pouvais plus voir papa et je ne pouvais même plus lui téléphoner. Quand tu relis ces lignes, qu'est-ce que ça suscite comme émotion chez toi? De la tristesse. J'ai envie de pleurer. Des fois, de temps en temps, j'ai envie des larmes aux yeux. C'est triste. Les parents d'Adrien se sont séparés en 1998. Selon lui, sa mère aurait tout fait pour qu'il coupe tout lien avec son père. Elle disait que c'était difficile d'aller chez papa. Elle disait qu'il allait nous faire travailler, qu'il allait nous donner des recettes, qu'il était dangereux. Et quand papa arrivait, elle disait allez, courage les enfants, courage, Dieu est avec nous, ça va aller. Et puis quand on partait, elle nous faisait une petite croix sur la tête, comme si on allait chez un monstre. Jean-Marie a 4 enfants, dont Adrien. Dès le début de la séparation, les conditions de garde des enfants provoquent de nombreux conflits. Toute la famille habitait dans cette rue, hantée de souvenirs. Quand je passe dans cette rue, j'ai toujours une boule à l'estomac parce que le 20 janvier, j'ai dû quitter la maison. Je n'ai pas eu de temps, j'ai dû quitter sur le champ. En fait, j'ai été convoqué au tribunal. Et le 23 janvier, la juge a décidé de séparer les domiciles. Et je ne savais pas où aller, j'ai dû quitter immédiatement. Dès le premier jour que mon papa a dû quitter les lieux, ma maman est arrivée ici dans la rue en même temps que papa partait. J'ai voulu aller dire au revoir à mon père. Et ma mère a verrouillé les portes et a fait un tour pour pas que je puisse aller lui dire au revoir. Je perdais ma femme, mes enfants, parce que je croyais que je ne les verrais plus. Elle m'avait dit qu'elle ferait tout pour m'empêcher de les voir et qu'elle me ruinerait. Alain, lui, est le père de 3 filles. C'est dans ce centre commercial qu'il les a vues pour la dernière fois. Une ultime rencontre qui a provoqué une blessure profonde. Je les ai amenées ici pour faire du shopping. Ça faisait 1 an que je n'avais plus vu mes filles. Donc finalement, on n'avait plus grand-chose à se dire. Moi, je ne connaissais plus rien de leur quotidien. Donc moi, je leur ai acheté des vêtements, notamment des chaussures aussi. Et j'ai même pas reçu un merci de ça. Quelle était l'ambiance entre vous? Et en fait, je dirais que mes filles me suivaient ou me précédaient d'un ou 2 mètres. Donc on n'était pas ensemble, quoi. Hein. Et elles faisaient bloc ensemble. Elles étaient ensemble à elles deux et moi j'étais là, détaché, quoi. Alain pensait avoir fondé une famille sur des bases solides, mais tout s'est effondré. Ses rêves se sont envolés. Moi j'ai fait des enfants en âme et conscience, j'ai choisi d'avoir des enfants, donc pour moi c'était pas une fatalité, c'était vraiment un choix conscient, quoi. Hein. Alain explique que son ex-femme et ses 3 filles lui reprochaient son caractère difficile, sa fragilité. Je suis présenté comme quelqu'un donc de dépressif qui, soi-disant, ne s'occupe de rien dans la maison. L'ex-femme d'Alain, elle, estime qu'il a démissionné de son rôle de père. Quand j'étais présente, il s'occupait de ses enfants. Mais dès que je tournais le dos, que j'allais faire une course, que je travaillais, ça ne m'occupait plus du tout. Parce qu'il y a une différence entre ne plus s'occuper et ne même pas venir voir quand un enfant se brûle. Revenons-en à Patrick. Dès les premiers jours de l'existence de son enfant, il doit se battre devant les tribunaux pour être reconnu en tant que père. À 3 reprises, on lui demande si je suis le père. Elle ne répond pas. Du coup, je dis, Monsieur le Président, on pourrait faire un test ADN. À ce moment-là, évidemment, elle était coincée. Soit elle disait « je ne sais pas », elle passait pour une femme de petite vertu. Soit elle disait « oui, c'est le père ». Et elle avait des problèmes pour se justifier, puisqu'elle n'avait pas de grief, comme ça a été stipulé dans le jugement, à me reprocher, sérieux pour motiver le fait de ne pas être reconnu comme père. Donc elle disait que je n'avais rien apporté à son enfant. Évidemment, le tribunal, après avis de la substitut, est passé outre son consentement, c'est dans le jugement. Je suis reconnu comme père. Patrick est un des rares cas de reconnaissance forcée de paternité. Mais après cette victoire au goût amer, un autre combat l'attend, celui pour la garde des enfants. J'ai eu le droit de voir ma fille 2 heures par semaine, trajet à ma charge. 2 heures pour papa, 166 heures pour maman. Ça, c'est l'égalité des sexes en pratique.
attendu le jeune âge de l'enfant, etc., etc. Je suis trop bête pour que donner du biberon, par exemple. Qui a tort, qui a raison, il n'est pas simple pour un juge de trancher. De rapports d'experts en consultation psychologique, les conflits s'enlisent et le temps joue souvent contre le parent délaissé. 6 mois et 2 jours pour montrer l'enfant. J'ai attendu 18 mois, 1 an et demi, avant de pouvoir avoir ma petite fille 4 nuits à la maison à l'occasion des vacances estivales pour dormir, toujours alors que rien ne m'était reproché. J'ai attendu 3 ans et demi pour pouvoir partir 2 semaines en vacances avec la petite. J'ai attendu 4 ans pour pouvoir avoir un jugement par rapport au délogement et aux vacances sans devoir retourner systématiquement au tribunal et payer, et encore payer pour les vacances de Pâques, Noël, etc. J'ai attendu 6 ans pour avoir un et unique Noël avec ma fille. Un seul Noël? Oui, en bientôt 12 ans, oui. Alors on s'étonnera après qu'on en arrive à des situations où, pour finir, c'est l'enfant qui va choisir d'aller vivre chez maman. Il ne fallait pas être magicien ni devin pour se rendre compte que c'était la chronique d'une mort parentale annoncée. Benoît Van Dieren est psychologue, médiateur et expert auprès des tribunaux. Il nous explique les risques d'aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est le fait de s'allier, de créer une alliance très forte avec un des 2 parents, en général celui qui est resté proche, souvent qui a la garde principale, et en même temps qui est entraîné dans un processus de dénigrement de plus en plus fort et même souvent caricatural, massif de l'autre parent, qui aboutit à un moment donné à un rejet, un refus de contact avec ce parent qui auparavant était aimé. La fille de Patrick est-elle victime d'aliénation parentale? Les avis sont partagés. Syndrome d'aliénation parentale, il y a un rapport qui dit qu'il n'existe pas et qui est clair et qui dit que l'enfant a une relation épanouie avec sa mère et que la mère n'est pas du tout négative par rapport au père. S'il se présente comme une victime parce qu'on lui refuse tout contact avec son enfant, c'est pas correct. Parce que vraiment, pour l'instant, on ne refuse pas un contact, on demande simplement à M. Garnier de faire des propositions cohérentes et de se positionner par rapport aux souhaits que l'enfant a émis. Les parents s'affrontent en justice. Patrick multiplie les plaintes pour non-représentation de l'enfant. La mère, elle, accuse son ex-compagnon de tous les maux. Mais non seulement j'allais dans les cafés, je sortais, je prenais ma voiture, je roulais bourré. Je n'ai jamais eu de PV pour intoxication alcoolique, mais enfin bon. J'ai été violent envers ma fille. Oh, c'est clair que je suis quelqu'un de très violent. Qu'est-ce qu'on a eu? Je laissais croupir ma fille dans ses excréments. C'était ce qu'elle disait, elle pesait les langes. Elle pesait les langes. Vous vous rendez compte? Revenons à Adrien, qui en compagnie de son petit frère, va fuir à plusieurs reprises le domicile maternel pour rejoindre leur père. Mais les moyens manquent, Jean-Marie doit sous-louer son logement et vient vivre dans ce parc à caravanes avec ses 2 fils. C'est dans cette caravane que vous avez habité pendant plusieurs mois alors? Oui, on est resté ici pendant 6 à 9 mois. Et on est surtout passé un hiver très froid. Il faisait très froid, on était très serrés, surtout pour les études, c'était pas facile. Puis on n'avait pas assez pour se chauffer, donc le soir on caillait. Et je suis tombé très malade, comme je suis jamais tombé malade, j'ai une grosse bronchite, j'avais jamais eu ça. La petite famille reconstituée va cacher à la justice qu'elle vit dans cette caravane, sinon les services sociaux auraient arraché les garçons à leur père. Mais je préférerais vivre comme ça qu'être à l'internat, me faire frapper et qu'on m'empêche de voir mon père. Ou d'être chez ma maman qui n'accepte pas que j'aime mon père et me rend la vie infernale avec ma famille et que mes cousins, mes sœurs me rejettent parce que j'aime mon père. À partir du moment où on se retrouve seul avec des enfants et qu'on n'arrive pas à les assumer, c'est extrêmement angoissant. On n'en dort pas et on en souffre, on pense à ça tout le temps, surtout à la fin du mois quand on ne sait plus comment faire pour faire les courses.
Sans travail, accablé de dettes, la situation financière de Jean-Marie se détériore encore plus. Il ne peut même plus louer une caravane. Il va alors devoir trouver un abri de fortune. Donc les week-ends, les vacances, des familles venaient ici avec leurs enfants. Et vous alors? Et nous, on se retirait dans le garage où j'avais installé mes bureaux. Un petit coin, un minuscule coin cuisine avec une petite table pour manger. Et un lavabo, un WC, c'est tout. Mon problème, c'est que d'un côté, je devais payer des pensions alimentaires impayables et que de l'autre côté, on exigeait que j'ai tout ce qu'il faut pour accueillir mes enfants. Alain, lui, va obtenir le droit de voir ses filles. Mais les visites se déroulent dans un climat de plus en plus tendu. Ses filles n'en peuvent plus de son addiction aux jeux vidéo. Puisque c'est comme ça, on fout le camp. Et donc, elles veulent quitter mon appartement. Et il se fait que, bon, justement, moi, j'avais fermé la porte d'entrée à clé. Et en fait, moi, je me suis précipité pour enlever la clé de la porte pour pas qu'ils puissent sortir dans la rue. Et puis, bon, comme c'était quand même une situation un peu spéciale, moi, j'ai pris mes précautions en téléphonant directement à la police. Et là, la police m'a dit « Ah, mais vous avez le droit, vous pouvez, si vous voulez, même les garder tout le week-end. » Elle était malade d'y aller. Quand elle revenait, il fallait 2 heures avant qu'elle parle un peu et qu'elle se détende. Donc c'était plus possible. Elle n'avait aucun bien d'aller le voir, malheureusement. Si j'avais dû lui donner des conseils pour que ça se passe mal, j'aurais pas pu lui conseiller de faire mieux que ce qu'il a fait. Il a fait tout de travers. Tout. Je comprends pas. Parce que, je veux dire, on peut faire... Chacun de nous fait des erreurs. Mais faire erreur sur erreur sur erreur sur erreur, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, mais c'est triste pour les enfants. Et comme dans la plupart des cas, Alain est accusé de violence. Après, on a parlé de violence, que soi-disant, donc, je la maltraitais, que je maltraitais mes enfants. En fait, il y avait quand même longtemps que mon ancienne épouse préparait son coup, parce que, je crois 2 ou 3 ans auparavant, une fois, j'avais tapé sur ma fille aînée, qui m'avait poussé à bout. Et en fait, mon ancienne épouse, à l'époque, avait déjà profité pour porter plainte contre moi. Je crois que dans la famille, on ne se rendait plus compte, hein. On courait et on évitait les coups. Hein. Mais je pense malheureusement que lui non plus ne s'en rendait plus compte. Hein. Ça fait partie des... Mais la maison était devenue épouvantable. Hein. La violence, ça devient une façon de vivre. Hein. Épouvantable. Hein. Quand vous vivez dans un climat pareil, tout le monde était devenu à cran. Dans la famille, chacun va faire usage de la violence et le climat va devenir irrespirable. Oui, la violence était devenue familiale de part et d'autre. Je dirais que les enfants, entre eux aussi. La grande sur les plus jeunes. Hein. Patrick, lui, partage sa souffrance avec ses parents. Un grand-père et une grand-mère qui ne comprennent pas pourquoi ils ne voient plus leur petite fille depuis plus de 3 ans. Moi, j'ai été 25 ans surveillant de prison ici à Verviers. J'ai toujours vu que n'importe quel détenu, même des terroristes, avaient le droit de voir leurs enfants pour autant qu'on les emmène et pour autant qu'ils en aillent, évidemment. Alors, je ne comprends pas pourquoi la justice ne fait rien. Parce que si un juge a décidé un jour, ici à Verviers, qu'elle devait présenter l'enfant à son père tel jour, à telle heure, tout ça, ben, je ne comprends pas le juge qui n'est pas outré et qui ne dit pas je vais la condamner parce qu'elle me prend pour un imbécile, quoi. C'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'on ne pense pas à elle, bien loin de là. Naturellement, la petite, elle ne sait pas qu'on pense à elle et qu'on l'aime. On ne lui a jamais dit, puisqu'on ne l'a jamais plus vue. On n'ose pas aller la voir à l'école, puisque jusque maintenant, elle peut se permettre tout et n'importe quoi. La maman ? La maman, oui. C'est ici, devant la maison des grands-parents, que Patrick a vu sa fille pour la dernière fois. Quelques secondes qui l'ont marqué au fer rouge. J'attends ici donc, on était 3, et la grosse Volvo arrive. On arrête la voiture devant la boîte aux lettres. Âgée de, je le rappelle, 8 ans et demi en sort. Et je la vois poster une enveloppe dans la boîte aux lettres de mes parents. Rentre dans la voiture et
Comme ça s'est déjà produit plus d'une fois, repart sans venir chez son papa. C'était la 35e fois que la maman ne respectait pas ses jugements qui m'avaient coûté une fortune. Et après, qu'est-ce que vous faites alors? D'abord, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je le fais aujourd'hui depuis 1298 jours. Et donc, je suis allé chercher la lettre, je l'ai ouverte et j'ai lu. Papa, je ne veux pas aller un mois chez toi parce que je ne sais pas me passer de maman pendant un mois. J'y reviendrai. 2. L'année passée et l'année avant, tu m'as empêché d'écrire. 3. Tu dis sur maman des méchancetés. 4. Tu m'empêches de recevoir du courrier portant mon nom. 5. Parfois, je voudrais... Une lettre aussi structurée peut-elle être celle d'une fillette de 8 ans? Des spécialistes consultés par Patrick en doutent. 8 ans et demi. La maman, elle, nie avoir dicté la lettre à sa fille. En face d'elle, elle a sa fille qui lui dit « Maman, j'ai mal, j'ai une boule dans le ventre parce que je vais devoir aller passer un mois et j'ai pas envie d'être séparée un mois de toi, j'ai pas envie de rester un mois sans contact et je sais que papa ne me laissera pas avoir de contact. » Et puis elle exprime d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'elle dit, ma cliente, à ce moment-là? Elle dit « Mais moi, je ne sais pas faire grand-chose. Donc il faut que tu puisses, toi, dire les choses à ton papa. » Et la seule solution que l'enfant a trouvée, c'est de lui écrire. Si c'eût été vrai, on ne fait pas rédiger un enfant de 8 ans et demi des choses contre notre parent. C'est totalement anti-éducatif. Imaginez-vous ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant. Pour la plupart de ces pères, c'est une lettre qui vient couper le dernier fil qui les relie à leur enfant. Alors fous-moi la paix avec les petits mails de papa maltraité. Je crois que ici c'est toi qui rends la vie impossible à tout le monde et en premier à tes enfants. Alors laisse tomber, quoi. Et finalement, c'est le genre d'email que tous ces enfants-là envoient à leur papa, parce qu'ils croient tous que leur papa, à eux, ils méritent d'être éliminés. Une fois que le ciment est pris, qu'il devient solide, malheureusement, il faut un marteau-piqueur ou un bulldozer pour le renverser. Donc, une fois que le processus d'aliénation parentale est cimenté, ça devient très très difficile de lutter contre ça. Parce qu'il y a vraiment un langage, un discours, et quand les enfants sont entendus par un juge, par exemple, quand ils sont bien conditionnés, les juges, les psys, les experts, la plupart du temps, sont tout à fait convaincus de la sincérité de l'enfant. Et d'ailleurs, ces enfants sont d'une grande sincérité. Parce que les enfants eux-mêmes n'ont plus besoin d'être manipulés à un moment donné. Ça devient des petits soldats qui n'ont plus besoin de recevoir des ordres ou des suggestions. Aujourd'hui, Jean-Marie et Adrien vont rendre visite à Boris, le frère aîné, qui souffre d'un lourd handicap. Il vient d'être placé dans ce centre. Cela fait des mois que Jean-Marie était sans nouvelles. Ça fait 10 ans que ça dure. 11 ans qu'on ne le voit qu'au compte-gouttes. Donc on se fait une raison et on s'habitue à tout, même à l'insupportable, quoi. Au sein de l'institution, Jean-Marie va enfin revoir son fils. On l'a revu pour la première fois depuis plusieurs mois, parce qu'on a appris seulement que Boris était ici. On l'a seulement su un petit peu avant la Noël. Comment se fait-il que vous ne connaissiez pas l'adresse du centre de Boris? Parce que la maman ne communique pas les renseignements. Il faut les demander via l'avocat. Après des années de lutte et d'espoir déçus, la vie de ces pères, orphelins de leurs enfants, devient une torture quotidienne. Et certains, plus fragiles, estiment que leur vie n'a plus de sens. En fait, le 31, donc au moment du réveillon, à un moment donné, ça dérape. J'en peux plus, donc je déborde, j'éclate et je pars. Et en fait, je décide de rentrer chez moi à pied. Bon, il y a quand même quelques kilomètres à pied. Et évidemment, pendant tout le trajet, je broie du noir. Et donc, quand je rentre chez moi, voilà, j'avale une boîte entière de somnifères. Voilà. Je leur ai dit que je savais par l'avocat
qu'il avait fait une tentative de suicide. Et elles m'ont toutes dit, tiens, il s'est raté, c'est dommage. Voilà. Donc, bon, là-dessus, je leur ai dit, vous êtes un peu stupide, parce que si vous voulez tout à fait terre à terre, ce que je toucherais comme allocation d'orphelin, c'est moins que ce que j'ai avec comme allocation maintenant et la pension qu'il paye. Donc, si vous voulez être vraiment tout à fait terre à terre, vous êtes stupide. Quand l'amour fait place à la haine, la violence des sentiments peut être sans limite. Quand vous perdez un enfant parce qu'il ne veut plus vous voir, qu'il est psychologiquement détruit, j'appelle ça comme ça, ben vous souffrez deux fois. Vous souffrez une fois parce qu'il n'est plus là, et une seconde fois parce qu'il vous déteste. Et vous espérez toujours que vous revoyez votre enfant. Donc la souffrance, elle est pour toute la vie. Si Jean-Marie n'a plus de contact avec sa fille, son fils Adrien, lui, éprouve toutes les peines du monde à renouer avec sa maman. Je ne sais pas voir ma maman. Ma maman ne veut pas me voir. J'arrive péniblement de temps en temps à la voir 5-10 minutes, mais une fois tous les 6 mois. Elle te manque? Ben, disons que ce qui me manque, c'est d'avoir une maman, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est quand même dur d'accepter. Donc, moi, je ne saurais pas lui pardonner comme ça, vu qu'elle dit que c'est pas vrai tout ce qui s'est passé. En 2006, la loi a changé et l'hébergement égalitaire est devenu le principe de base. Mais il n'est pas obligatoire. Si les parents trouvent une solution plus favorable à l'enfant, c'est cette formule que le juge va privilégier. Mais pour nos 3 papas, il est trop tard, impossible de faire marche arrière. Ils se qualifient eux-mêmes de génération sacrifiée. Vous vivez dans cette obsession, pour finir, de savoir que votre gosse est là, que vous avez fait tout ce que vous pouviez, que la justice n'a pas fait ce qu'elle devait, et que pour finir, votre enfant vous échappe. L'enfant, depuis 1 an et demi, dit « Je souhaiterais voir papa, mais je veux que ça se passe de façon différente et je veux que la relation soit plus sereine que ce qu'elle n'a été dans les derniers contacts. » Malgré la rancœur et l'incompréhension, Patrick et sa fille ne semblent plus très éloignés l'un de l'autre. Pour Alain, par contre, l'avenir paraît plus sombre. Je me dis aussi que peut-être dans 10-15 ans, j'aurai un jeune qui viendra se présenter à ma porte et qui me dira « Bonjour monsieur, il paraît que vous êtes mon grand-père. » Et voilà, ça sera peut-être comme ça que se feront des retrouvailles. Mais je sais très bien qu'à l'heure actuelle, j'ai beau espérer, elles ne sonneront pas à ma porte. Ça, je le sais bien. Vous trouverez un complément d'indices dans le Soir Magazine de ce mercredi. Quant à nous, on se retrouve dans un mois. D'ici là, je vous fixe rendez-vous chaque mardi à 19h dans Faits divers sur Belle RTL. Bonsoir. Bonne soirée.